Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Djena et bienvenue dans ENO. Le travail des enfants est un fléau toujours d'actualité, même il semble ne plus exister. Malheureusement, pendant les vacances, le phénomène explose et beaucoup d'enfants sont enrôlés dans des activités dangereuses, voire illicites. Dans ce nouveau numéro de ENO, nous en parlons avec l'invité du jour. Bonjour. Alors, comme je le disais aux auditeurs, nous parlons du travail des enfants aujourd'hui. Alors, dites-nous, que pensez-vous du travail que les enfants font pendant les vacances ? C'est difficile de donner une véritable définition au-delà de ce que font les enfants quotidiennement dans le domaine du travail. Un travail, c'est un travail, mais lorsque l'on va pendant les vacances, les gens pensent que c'est sorti peut-être l'enfant dans son système d'apprentissage ou d'avoir étudié tout au long de 9 mois et de le ramener quelque part où il peut apprendre juste un métier et ne pas travailler. Parce qu'il y a une différence entre les activités ludiques et le travail. C'est pas la même chose. Et c'est pas la compréhension aussi des parents en envoyant leurs enfants vers des activités ludiques. C'est pas pour les faire travailler, mais c'est pour leur faire acquérir de nouvelles connaissances pour leur propre vie future. Alors dites-nous de façon personnelle, que pensez-vous de ces activités ludiques auxquelles les parents inscrivent les enfants ? Moi, je pense que c'est la bienvenue. Surtout que, comme je l'ai dit au début, durant 9 mois, les enfants étaient cloîtrés dans les classes, soumis aux examens, etc., etc. Il fallait les libérer un tout petit peu, qu'ils soient un peu plus dégourdis et qu'ils aillent apprendre à avoir de nouvelles connaissances. Vous savez, c'est vrai qu'on peut le faire aussi en pleine année scolaire, mais de façon soutenue pendant 1 mois, pendant 2 mois. Ça permet aux enfants, effectivement, de sortir surtout de la loisiveté. D'accord. C'est de ça que je parle, c'est de ça que les parents ont toujours pensé en disant, ok, au lieu que mon enfant vadrouille au quartier, qu'il joue dans les rues, où c'est un peu dangereux, il y a des accidents, etc. Si je fais cloîtrer mon enfant quelque part pendant 2 mois, au moins sous la surveillance de quelqu'un, je pense que j'ai beaucoup fait à mon enfant. Alors, dites-nous, en tant qu'acteur défenseur des droits de l'enfant, quelle compréhension vous avez du travail des enfants ? Non, le travail des enfants, d'abord, moi, au fond, personnellement, je n'aime pas qu'on évoque ça. Parce que le travail des enfants, normalement, c'est interdit. Une fois que c'est interdit, moi, au fond, je n'aime pas beaucoup parler du travail des enfants. Parce que quand je l'évoque, c'est comme si je lui donne une existence. C'est vrai qu'elle existe. Mais je n'aime pas beaucoup l'évoquer. C'est vrai, des exégètes ont beaucoup glosé sur la problématique du travail des enfants. On y répète toujours tellement les mêmes choses que, pour moi, personnellement, je crois qu'il faut aller au-delà. C'est la terminologie qui vous dérange ou c'est le sens du mot qui Je crois que les deux, surtout la terminologie. Vous savez, si nous sommes dans 2 ans. Quand j'étais vraiment jeune, je luttais beaucoup contre le travail des enfants. Au fil des années, en grandissant, etc., je me dis que, bon, est-ce que nous devons tout appeler travail des enfants? Et c'est là aussi que ça fait que des fois les parents ou la société ne nous comprennent pas. Ne comprennent pas les acteurs de la société civile que nous sommes. Lorsque nous parlons, moi je me rappelle un jour, j'étais avec un ministre. Bon, est-ce que c'est à tort ou à raison? Il m'a dit, mais monsieur Mali, si je n'avais pas travaillé, je vais vous dire, moi, mon propre cas aussi. J'ai transporté des sacs de cacao à l'OPAT. Et ça me donnait un peu de sous pour acheter mes fournitures scolaires. Imaginez que si le directeur de l'OPAT à l'époque ne nous prenait pas en pitié et qu'il nous donnait ce travail, je suis sûr que je ne serais pas ce que je suis devant vous aujourd'hui. Ça, je le dis, ça c'est sans peur, même si je suis un ancien défenseur des droits. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'éviter qu'il y ait l'exploitation.
qu'il y a des horaires, par exemple. Si on faisait ce travail, supposons qu'on faisait ce travail dans la nuit, j'aurais dit que c'est vraiment un enfreint à la loi et que ça rentrait dans l'exploitation. On commençait à 9 heures, on terminait vers 16 heures. Je crois que c'était raisonnable. Et qu'on ne nous donnait pas des tonnes de sacs à transporter. Donc, je crois que c'était facile pour nous aider. Et quand vous commencez par parler de travail d'enfants dans ce genre de choses, plusieurs personnes vont vous souhaiter que non, ça ce n'est pas en tant que travail des enfants. Au cas où, par exemple, on arrivait à l'OPAT et qu'on transportait des sacs de cacao et de café, là oui, parce que si ça dépassait nos poids, là on peut dire à l'époque l'OPAT, un truc étatique, un truc de l'État, nous exploitait. Mais on n'a jamais transporté des sacs de café et de cacao. On transportait des sacs vides. On les comptait et on les transportait, on les déplaçait d'un coin à un coin. Suivant votre logique, est-ce que vous pensez qu'il y a des activités qui, de par leur nature, sont dangereuses pour les enfants? Et il y en a tout ce qui n'est pas dans la liste que le gouvernement a élaborée avec la société civile et d'autres acteurs sur les pires formes de travail des enfants. Ce n'est pas un danger pour les enfants. Je vais vous donner par exemple ce que nous appelons dangereux pour un enfant. Prenons le cas d'un enfant qui va au champ et qui va labourer, qui prend le coucou et qui laboure. Il peut être coupé par le coucou. Ça, c'est un travail dangereux. Prenez un enfant, par exemple, dans certains pays où on met l'enfant sous la mer pour qu'il puisse enlever... Le sel? Non, pas, des fois c'est le sel, des fois c'est les filets qui empêchent le bateau d'évoluer. On envoie tous ces petits-enfants au fond de la mer pour que les enfants puissent enlever les filets des bateaux sous le bateau pour permettre au bateau de pouvoir évoluer. Ça, ce sont des travaux vraiment dangereux. Et les travaux où, par exemple, dans les champs, on met les pepsides, où on met des trucs qui sont très dangereux, d'ailleurs pour l'adulte. Et quand c'est pour l'enfant, peut-être qu'aujourd'hui, séance tenante, il n'y a aucun problème. Mais au fil des années, je prends le cas des mécaniques, des mécaniciens. Vous savez, les batteries, les gilets moteurs, etc., contiennent des produits dangereux. Non seulement pour l'adulte, moi, chaque fois que je vais dans un garage, je dis, mais aux mécaniciens, vous ne portez pas aujourd'hui. Il y a tout un truc de masque qui existe aujourd'hui que vous pouvez porter et que vous pouvez faire porter à l'enfant. Quand l'enfant ne porte pas ça, vous-même déjà, c'est dangereux pour vous d'ici 10 ans, d'ici 15 ans. Et je m'amuse à leur dire, montrez-moi un mécanicien qui a dépassé son 15 ans. Montrez-moi un mécanicien qui a dépassé son 10 ans. Il meurt vite. C'est par rapport aux produits hygiéniques qui existent dans ces huiles qu'eux-mêmes ne savent pas, qui font qu'ils sont malades, à plus forte raison pour un jeune enfant de 16 à 18. Alors, de façon générale, quels sont les éléments qui nous permettent d'identifier qu'une activité est dangereuse ou nocive pour la santé et le bien-être d'un enfant? C'est un peu difficile pour le commun des hommes. C'est parce que nous, on l'a appris qu'on peut dire que c'est dangereux. Mais ma mère, mon grand-père, ma tante au village, ou d'autres personnes en ville ne savent pas. Je vais vous donner un simple exemple. Une bouteille d'eau d'1,5 litre, ça fait combien de kilos? Ça fait 1,5 kg, multiplié par 12. Vous voyez déjà? Multiplié par 10, ça fait 15 kilos. 2 fois 1,5, ça fait 15 kilos. Or, l'enfant qui transporte un carton d'eau pour emmener quelque part, il transporte 15 kilos que nous ne savons pas. C'est très rare que des gens savent qu'un carton d'eau, ça fait 15 kilos, plus le poids du carton, ça avoisine 16 kilos et quelques. C'est très dangereux. Je le dis parce que moi, je l'ai appris à travers des formations. Lorsque
si je prends sur le plan heure, les heures de travail, même nous-mêmes adultes, pourquoi c'est 8 heures par jour? Mais si on fait travailler des enfants au-delà d'arriver jusqu'à 8 heures de travail, c'est déjà très dangereux pour la santé de cet enfant. Si un enfant travaille dans la nuit, ce qui n'est pas tout à fait normal, d'ailleurs les adultes même ne travaillent pas la nuit, c'est spécifique, ceux qui travaillent la nuit, c'est spécifique à eux, à plus forte raison pour un enfant de travailler la nuit. Mais la situation est telle que si on ne vous l'explique pas, vous ne pourrez pas comprendre et vous ne direz pas non plus. Une fois, j'avais expliqué ça au marché, aux bonnes femmes du marché d'Adido, en leur disant on va peser l'eau. Et quand ils ont vu que c'est clair, ils disent j'ai jamais su. Pour moi, c'est peut-être 8 kilos ou 9 kilos. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont jamais pensé en faisant transporter à la domestique. On a dit à la domestique d'aller chercher de l'eau à côté pour emmener à la maison. Elle prend un carton d'eau. C'est que cette domestique transporte à peu près 18 kilos. Et la patronne ne savait pas. Donc, des fois, ce n'est pas pour exploiter l'enfant qu'il le dit, c'est la méconnaissance de savoir qu'en faisant ceci, c'est très dangereux. L'enfant qui est en contact très souvent, vous voyez, les bonnes femmes qui préparent du savon aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les mélanges qu'on arrive à avoir les savons de lessive. Et cet enfant est en contact permanent tous les jours avec ces savons-là. Ce qui l'inhibe, ce que ça peut constituer dans son poumon, dans son foie. Plus tard, personne n'imagine que c'est dangereux, mais c'est à travers des études, à travers des sensibilisations, qu'on s'en rend compte que ça là, c'est dangereux pour l'enfant. D'accord. Même quand on a défini les pires formes de travail de l'enfant au Togo. Oui, est-ce qu'on peut revenir sur ça? Qu'est-ce que la loi dit sur, d'une part, le travail des enfants et de l'autre, les pires formes de travail d'enfants? Non, le travail des enfants, il y a des aspects du travail de l'enfant qui sont acceptés. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque je parlais de transporter de 14 d'eau, si l'enfant ne transporte pas 18 kilos, c'est pas dangereux pour lui. Ou bien si un enfant, à titre d'exemple, un enfant qui reste à côté de sa mère à midi, sa maman veut aller préparer pendant les vacances, sa maman veut aller préparer à midi pour qu'il mange. Et il dit à l'enfant, viens surveiller un peu les marchandises dehors, surtout les femmes qui ont leurs marchandises à côté de leur maison. Ça, on ne peut pas interdire à un enfant de ne pas faire ça. Ou si on dit à un enfant, va balayer ta chambre. Depuis ce matin, tu t'es levé, tu n'as pas balayé ta chambre. On ne peut pas dire que ça, c'est un travail. Mais quand on parle aussi de travail, parce que c'est là la nuance. Quand on parle de travail, on n'avait pas défini ça dès le départ. Le travail, c'est un système de contrat entre un employeur et un employé. C'est là aussi il y a un peu de confusion dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Parce que dès que tu parles de travail, c'est qu'il y a contrat. Et qu'il y a rémunération. Et qu'il y a rémunération. Voilà. Et très souvent, nous évitons, nous ne parlons pas beaucoup, nous ne faisons pas cette nuance. Bon, des fois, on la transforme en disant travail socialisant. Moi, je pense qu'il faut enlever le mot travail. Peut-être activité. Ou tâche. Ou tâche. Pour qu'on puisse vraiment comprendre. Parce que quand vous dites travail socialisant, même des fois, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas du tout. Il y a un amalgame. C'est parce que aussi, je vais le dire sincèrement, nos États n'ont pas le courage quand ils vont au BIT. Qu'on m'excuse, peut-être c'est ce que moi je pense quand j'assiste aux réunions du comité des droits de l'enfant. Des fois, j'ai l'impression que nous les Africains, on laisse les Européens nous imposer des choses et après, on a des difficultés quand on revient dans notre pays pour convaincre la population à propos. La preuve, c'est qu'on n'aura pas le temps de beaucoup parler de ça. Tout le monde a travaillé pour la Convention sur le travail domestique. Mais combien d'États africains, et même dans le monde entier, combien de pays ont pu ratifier cela? On l'a vite signé. On a signé cette convention
sans connaître les conséquences et les obstacles qu'il y a pour la mise en œuvre de cette convention. Vous voyez, ça c'est des confusions qu'on a des fois, mais qu'on n'arrive pas. Et dans lesquelles on persiste. On persiste. Alors, vous êtes revenu sur des critères comme le poids des marchandises, le temps auquel l'enfant doit pratiquer l'activité, notamment la journée et non la nuit. Maintenant, souvent, comme on le dit en vacances, les parents inscrivent les enfants pour des formations ludiques dans les centres d'apprentissage. Selon vous, par rapport à l'âge de l'enfant, à quel genre d'activité il ne faut pas l'inscrire? Non, je l'ai dit tout à l'heure. C'est que je n'ai pas la liste exhaustive des pires formes de travail des enfants. Mais quand on dit à un enfant d'aller apprendre le tissage, ce n'est pas un truc dangereux. Si on apprend aux enfants de nouveaux jeux, on lui apprend comment on peut jouer aux dames, on peut lui apprendre comment on joue au ludo, on peut lui apprendre comment on joue au sipa, on peut lui apprendre à jouer le tomédi, tout ça là. Ça, c'est de nouvelles trucs. Ce n'est pas un travail, c'est vraiment une manière d'apprendre d'autres choses à l'enfant au-delà de ses connaissances livresques. Donc, pour moi, vraiment, tout ce que les parents font en envoyant leurs enfants dans ces centres-là, au fond, c'est pour libérer l'esprit de l'enfant, c'est pour développer l'esprit de l'enfant sur d'autres formes de formation sociale qui peut exister dans la vie de quelqu'un. Donc, pouvoir partir du moment où l'enfant acquiert de la connaissance et des compétences, c'est important. C'est très important. Au-delà de la connaissance livresque. Personne ne nous apprend à jouer au ludo à l'école. On n'a même pas le temps de nous apprendre à jouer au jeu de, comme on l'appelle, le tomédi, etc., etc. Personne. Et moi, je savais que avant, lorsque nous on était petits, il y avait des tas de choses qu'on faisait au village. On peut commencer à jouer depuis le matin de 7h jusqu'à midi. On court pour aller manger et on revient. Mais on n'était jamais fatigué. Mais c'était des choses qu'on apprenait et qui étaient bien. Les gens aujourd'hui l'ont transformé en service parce que comme les choses ont disparu dans les villages et en particulier en ville, on ne le fait pas, il n'y a pas d'espace pour le faire. Les gens ont transformé tout ce que nous faisions comme loisir au village en des activités récréatives payantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on semble dire, est-ce que dans ce milieu-là, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'exploitation? Cléophas, dites-nous, comment est-ce qu'on quitte des activités ludiques socialisantes pour tomber dans l'exploitation des enfants? Si, par exemple, on commence à former des enfants, il faut qu'il y ait des heures. Je ne sais pas comment l'État a fixé des heures de formation dans ces centres-là. Mais un parent conscient aussi, il va voir, si mon enfant commence le travail à 9 heures et qu'il doit revenir peut-être à la maison à 16 heures, je crois que c'est raisonnable. Mais lorsque les patrons ou ceux qui forment les formateurs gardent les enfants jusque dans la soirée, dans l'intention de jouer le rôle de garde d'enfants, et ils continuent à faire travailler l'enfant jusqu'à 17h, 18h en attendant l'arrivée de ses parents pour venir le prendre, ça c'est déjà de l'exploitation. Et aussi le fruit du travail de ce qu'ils ont appris, s'il est vendu et que les enfants ne profitent de rien, c'est une forme d'exploitation. C'est-à-dire les parents ont déjà payé pour que l'enfant vienne apprendre le métier. Et maintenant, l'enfant sait comment on peut fabriquer un panier, etc. Ils en ont fabriqué beaucoup. Et le formateur a pris pour vendre, sans rien restituer à ceux qui l'ont fait. C'est une forme d'exploitation. Et c'est ce que je reproche beaucoup aux mécaniciens. Quand vous allez chez les mécaniciens, des fois, ou les maçons, c'est leurs apprentis qui vous réalisent quelque chose qu'on paie et le patron met l'argent dans sa poche. Tout cela, c'est ce que moi j'appelle de l'exploitation.
s'il n'y a pas une rémunération pour cet enfant qui est venu apprendre, qui a réalisé des produits, et les produits ont été vendus, ont apporté de l'argent, et que si l'enfant partant, le patron n'a pas pu le faire, ou le formateur n'a pas pu donner quelque chose à cet enfant, c'est de l'exploitation. Au-delà du gain qu'on ne gagne pas, quand on parle d'exploitation, il y a la question de la maltraitance aussi qui revient souvent. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, c'est vrai, je n'ai pas fait, j'apprends, j'entends. Mais si, en allant dès le départ, si le travail que nous avons fait en amont, disant, en apprenant aux parents les droits des enfants, c'est que tout parent qui envoie son enfant dans un centre doit pouvoir demander des comptes à son enfant le soir quand il rentre. Il ne s'agit pas seulement d'emmener l'enfant le matin, de le ramener sans même savoir exactement ce que l'enfant fait. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Certains enfants sont tellement éveillés qu'ils vous diront, mais le formateur nous a battus aujourd'hui. Non, le formateur m'a fait des avances. Le formateur a touché à mes seins. Le formateur a fait ceci, etc. Si les parents ont maîtrisé les droits de l'enfant et qu'ils ont l'intérêt de la protection des enfants en tête, ils devraient pouvoir poser des questions à l'enfant le soir quand il revient. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Quelles ont été vos relations avec le formateur? Vous voyez, un formateur, je ne nie pas, des enfants l'ont dit, que ceux qui font comment on l'appelle, la formation des enfants en natation, m'excuse. Mais il y a une majorité, une grande partie de ces gens-là qui essaient d'abuser de ces enfants quand ils les forment en natation. Et ça, je ne suis pas sûr que si un parent apprend ça, il sera d'accord que son enfant continue là-bas. Donc, ça veut dire que ce sont des trucs ludiques, mais qui se transforment en forme d'exploitation sexuelle, un abus sexuel, parce que nous savons, même moi-même des fois quand je vais dans un hôtel, quand je regarde la piscine, quand je remarque comment le formateur prend les enfants, mais c'est dégueulasse, en toute honnêteté. Mais les patrons des hôtels ne mettent pas leur regard. Aucun parent, très souvent les parents ne sont pas là, et les enfants sont laissés à eux-mêmes arriver à ce genre de choses. C'est là où moi je peux parler que c'est un début, une tentation d'abus sexuel sur enfants. Et ça, c'est des choses qui existent. Ok. On a parlé de l'exploitation sexuelle. Vous avez parlé brièvement des cas de violence physique. Est-ce que vous pouvez encore nous dire un peu plus sur les cas d'exploitation physique et les violences verbales dans le cadre du travail des enfants? Normalement, un enfant qui est venu, il est sorti de l'école, où des fois les enseignants aussi ont effrayé pendant longtemps, pendant 9 mois, l'enfant. Et il faut apprendre. Et les ont battus, etc. Et quand on les envoie dans des centres ludiques, ce n'est plus une raison encore pour ce formateur de battre l'enfant. Ce n'est même pas plaisir que l'enfant est venu. C'est pour trouver du plaisir que l'enfant est parti dans ce centre-là. Il n'est pas question qu'on le gronde. Il y a une autre manière. Moi, j'ai interpellé un monsieur la fois dernière en disant, non, écoutez, votre âge ne vous permet pas de discuter de cette manière ou de reprocher à l'enfant la manière dont vous voyez que l'enfant aussi était obligé d'échanger des propos durs avec vous. C'est parce que vous n'avez pas joué votre rôle de formateur. Si vous avez joué réellement Je ne dis pas que l'enfant a raison, mais j'ai pris le monsieur à part en lui disant non, il faut faire très attention. J'ai suivi la manière dont vous et cet enfant, vous étiez en train de vous quereller, ce n'est pas digne d'un formateur. C'est pour ça que c'est important que les parents, je le dis, je le répète, le soir de retour à la maison, ils doivent interroger leurs enfants sur ce qu'ils ont appris et surtout des relations entre eux et le formateur. Est-ce que c'est socialisant? Parce qu'ils sont allés là-bas au fond pour se socialiser aussi. Est-ce que vraiment le contact entre eux
et le formateur est idéal, est bien, ou bien c'est toujours la même chose qu'ils ressentent à l'école. Si l'enfant fuit certaines brutalités comme excuse qu'on a à l'école et qu'il vient pendant les vacances pour vraiment apprendre avec plaisir, se détendre et s'épanouir, et qu'on doit aller avec violence aussi avec lui, ou qu'il y a encore des punitions, alors là, ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Et il faut qu'on regarde justement la manière dont ces centres sont gérés et comment ces centres forment réellement ces enfants. Oui, dans ces lieux de formation, il y a beaucoup d'enfants et même des parents qui inscrivent leurs enfants pour qu'ils apprennent de nouvelles compétences. Mais une fois arrivés à l'intérieur, les enfants sont amenés à pratiquer des activités, je dirais, illicites, informelles, sans le vouloir. Est-ce que vous avez eu vent de ces genres de situations? Non, illicite, là, je peux pas dire. Je sais, bon, si entre eux, il y a des violences, ça, comme je vous l'ai dit, pour affirmer des choses, il faut qu'il y ait une étude sur le phénomène. Et ça, je parle par exemple... Ok, allez-y. La faiblesse de nos organisations de la société civile. C'est vrai, chaque vacances, on évoque la problématique de comment on peut travailler avec les enfants pendant les vacances. Mais jamais on a eu le courage d'aller, ne serait-ce que 2 ou 3 ONG, se mettre ensemble et d'aller dans ces centres, de voir comment les choses s'opèrent. Si j'affirme quelque chose, ce que je viens de dire, c'est parce que je l'ai vécu moi-même, que j'ai eu le courage de dire qu'il y a eu des propos malveillants entre un formateur et la fille qui est formée, et la fille était obligée aussi parce que je crois qu'elle doit un peu connaître ses droits, c'est pour ça qu'elle a tenu tête un peu à son formateur. Nous devons faire un effort pour avoir des chiffres, parce que vivre sur des rumeurs, vivre sur des vécus, bon, si c'est pas trop, c'est difficile d'en faire vraiment un cas. Si ce n'est pas un phénomène, c'est difficile de convaincre la société. Mais on peut en parler quand même, puisque il semble que la situation existe. Je vais encore donner un petit exemple. Il y a souvent, lors des vacances, des personnes qui quittent leur localité pour aller dans une autre localité, pensant passer des vacances et finalement se retrouvent à faire d'autres activités, peut-être aider à vendre, et dans cette situation sont également exploités. Oui, là, c'est la société. Je veux dire, l'enfant qui quitte, par exemple, le nord du Togo, qui vient, et ça c'est très dangereux, qui vient chez ses parents ou des amis de ses parents, etc., à Lomé. Dans le fait, très souvent, c'est quand il y a des relations familiales, que ces histoires-là, surtout d'exploitation, arrivent. Prenons le cas de quelqu'un qui vient à Lomé. La personne de Lomé, ses parents de Lomé, pensent que pour lui acheter les fournitures scolaires pour l'année prochaine, il faut que ça donne à des activités pour elle. C'est de vendre de l'eau glacée, de faire ceci, de faire cela, parce qu'elle ne pense pas que la fille viendra dormir seulement, ou le garçon viendra dormir seulement, et lui donner après de l'argent ou lui acheter des fournitures scolaires. Ils exigent que ces enfants travaillent. Ça, c'est au niveau des parents. Bon, dans le cas où très souvent ces enfants ne sont pas trop liés aux parents, on peut leur demander de faire des trucs qui dépassent le travail, comme on a dit, et entrer dans les travaux dangereux. Si les parents même, ceux qui sont venus à Lomé, sont des gens qui sont un peu, ne sont pas de bon caractère, ils vont inculquer ces caractères à ces enfants. Et c'est là où on va dire qu'ils rentrent dans le cadre de l'exploitation. Bon, s'agissant par exemple de trucs illicites, très souvent, c'est le cas de drogue. Oui. Je n'ai jamais participé dans les milieux de ce genre
où je peux dire, vous savez, c'est des trucs très cachés. Et quand même ils le font, vous ne pouvez pas savoir si vous n'êtes pas un spécialiste en la matière, vous ne pourrez jamais savoir que cet enfant fait ça. Des cas de prostitution même? Non, pour les cas de prostitution, ça c'est aussi dans la famille. C'est pas avec l'extérieur. C'est-à-dire quand je dis dans la famille, il y a deux choses. Soit le parent de la ville voudra coucher. C'est pour ça que c'est très dangereux aujourd'hui. Moi, je ne conseille plus aux gens. Dans le passé, on éduquait bien les enfants. Dans le passé, on éduquait bien les enfants. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus tellement pervers que même leur cousine, leur nièce, la fille de son frère ou la fille ou de la soeur de sa femme qui vient chez lui, il n'hésite pas à vouloir coucher avec ces filles-là. Ça, c'est exploiter la naïveté à la fois des parents qui t'ont envoyé l'enfant et l'enfant elle-même. Ça, c'est des cas qui existent. On ne l'a pas comptabilisé. On n'a pas fait assez d'études. Il n'y a pas eu assez de dénonciation. Les gens n'ont pas cette culture de dénonciation pour arriver vers nous, ou arriver vers l'État, ou arriver vers vos médias pour vous dire, voilà ce que m'ont imaginé. Ce que ça peut faire aujourd'hui avec l'existence des médias privés. Si une fille se permettait d'arriver à Djenna et vous dire, voilà ce que mon oncle, je suis venu de Kara, je suis venu de Dapaon, voilà ce que mon oncle a voulu faire avec moi. Ah, vous voyez. Bon, des fois aussi, on fait peur à la fille en lui disant, si tu dis ça, tu vas mourir. J'ai des gris-gris, j'ai des choses où, dès que tu ouvres la bouche, tu meurs. Et la fille garde cette histoire avec elle jusqu'à ce qu'il ne quitte ses parents. Ça existe. Et puis, il y a certains parents, pas lointains, mais proches, qui sont des vendeuses. Oui. Je veux parler de ces vendeuses de com, de foufou, tout ça là, qui emmènent ces jeunes filles qui viennent passer des vacances chez eux, parce qu'elles sont un peu belles. Elle a dit, venez laver les plats, venez m'aider dans ma boutique, dans ma restauration. Au fond, c'est pour faire attirer les clients pour que les clients viennent. Elles voient effectivement que les clients courtisent leurs nièces, leurs cousines, etc. Mais ils ferment les yeux parce que ça leur rapporte de l'argent. C'est une forme, et ça c'est encore pernicieux. C'est plus grave que même une exploitation sexuelle directe. Parce que lorsque c'est parental, on ne se rend pas compte. Parce qu'elle n'ira jamais elle-même se dénoncer à ses parents pour dire que voilà, durant les vacances, voilà ce que ta fille est venue faire chez moi. Si elle le fait, c'est qu'elle n'a pas soutenu. Mais très souvent, c'était puisque ça a permis à son commerce d'évoluer. Et ça existe. Ça, je vous le dis, je ne peux pas nier que des choses comme ça n'existent pas. D'accord. Alors, dites-nous, quelles peuvent être les conséquences à court terme et à long terme d'une exploitation des enfants? À court terme, ça dépend dans quel genre d'exploitation. Si la personne, comme je l'ai dit au départ, si la personne est exploitée dans le domaine d'un travail purement et simplement, je donne encore l'exemple du carton qui est plus simple, le carton d'eau. Cette fille qui vient régulièrement chaque année transporter des cartons d'eau avec ses parents risque d'avoir sa colonne vertébrale déformée, à court ou à long terme. J'ai un cas qui est devant moi, tout ce que je connais. La maman, elle croyait seulement aider son enfant en lui disant, va travailler un peu avec les maçons. Imaginez un enfant de 15 ans. Et l'enfant allait transporter des briques. Actuellement, l'enfant est malade. Mais il n'avait pas l'esprit de la maltraiter. Mais peut-être ce sont les maçons, l'employeur, qui croyaient que, ah non, tu es l'enfant d'un homme, d'une femme riche, donc je te mets au même niveau que les enfants des pauvres, alors que l'enfant, peut-être jusqu'à 15 ans, elle n'a jamais fait ça. Sa maman, elle a seulement voulu l'aider pour qu'elle comprenne que la vie n'est pas rose comme il croit.
Mais cet enfant ayant allé travailler chez ce maçon-là aujourd'hui est actuellement malade. Vous voyez, fatigué, etc. Donc, ça, c'est des formes d'exploitation qui sont vraiment intolérables, à la fois pour la mère et à la fois pour le maçon, l'employeur chez qui l'enfant était. Si on lui a dit, éduque mon enfant, c'est pas pour le maltraiter. Il est dans l'extrême. Oui. Ensuite, maintenant, pour certaines situations où l'enfant a été en contact, peut-être n'était pas habitué, mais a été en contact avec du savon, le savon que j'ai dit dans le début de l'émission. Si il y a dans les ingrédients des choses dans la fabrication du savon, ça peut atteindre les yeux de l'enfant. Et demain, l'enfant en allant à l'école ne va pas pouvoir fréquenter parce que ses yeux sont devenus tout autre chose. Et c'est encore une maladie, ça, non seulement pour venir prendre du repos chez une tante, elle retourne avec une maladie des yeux qui risque d'abîmer complètement demain ses yeux. Voilà des situations très simples que nous pourrions dire pour que les gens comprennent. Parce que je ne veux pas aller en profondeur des choses où il faut que les gens écartent leurs oreilles pour bien entendre et comprendre. C'est des trucs plus faciles, observables à court et qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Ouais. Est-ce qu'il y a des impacts psychologiques, émotionnels de l'exploitation d'un enfant dans le cadre d'une activité qu'il exerce? Oui, ça, c'est tout à fait normal. Quand l'enfant se sent exploité. Imaginez que vous venez passer des vacances chez votre tante. Et le matin, où normalement tout le monde dort. Tout le monde dort. Moi, je laissais mes enfants dormir, se lever quand ils veulent, parce que je me dis, ça c'est pendant les vacances. Et que les enfants de mon frère ou d'autres personnes arrivent chez moi pendant les vacances, et mes propres enfants, eux, ils dorment. Et que les enfants là, de mon frère, de ma soeur, eux, ils se lèvent, c'est eux qui vont faire le petit déjeuner, c'est eux qui vont balayer, etc. Comparativement à leurs cousins, elles vont être frustrées et ils seront atteints psychologiquement que ça veut dire que leur oncle ne les aime pas du tout. Voilà, c'est des situations qui arrivent et que, ou bien des fois ce sont les parents même qui disent, ah, mon enfant est paresseux chez moi, hein. Quand il va venir chez toi, il faut bien l'éduquer. Et les gens comprennent mal cette éducation et ils finissent par maltraiter physiquement et psychologiquement l'enfant. D'accord. Alors, dites-nous, quel genre de traitement, à la fois et les parents, les formateurs doivent apporter aux enfants pour éviter de tomber dans l'exploitation ou la maltraitance? Au fond, le problème, c'est que les gens, même au départ, ne comprennent pas, ne savent pas la limite entre ce que nous avons dit, un travail ou une formation socialisante et l'exploitation. Les gens même se disent même que si je maltraite, ils parlent même pas, ils réfléchissent même pas que c'est un mauvais traitement. Ils pensent que si je fais plus à l'enfant comme ça, il est formé, il a guéri pour la rentrée prochaine. Quand il va retourner chez ses parents, il va changer de caractère, il saura désormais comment travailler dur pour que ses parents soient contents de lui. Et même certains parents disent, écoutez, laissez tomber ce que les ONG là disent. Moi, j'ai suivi des cas comme ça. Laissez tomber ce que la WAO dit. Maltraiter mon enfant. Elles utilisent même le mot, maltraiter mon enfant, pour qu'il puisse changer quand il va revenir chez moi. Si un formateur le fait, ça veut dire que ce formateur n'est pas encore bien formé. Et que lui-même, il manque vraiment de formation. Il manque la manière dont il faut prendre les enfants pour les aider à s'éclore, les aider à s'épanouir et trouver les vacances vraiment très amusantes pour eux plutôt que les vacances très dures pour eux. Un conseil pour les enfants qui ont été ou qui sont actuellement victimes d'exploitation? La seule chose, et c'est ça qui nous manque beaucoup en Afrique, la culture de la dénonciation. Vous savez, nous ne pouvons pas rester ici, vous ne pouvez pas rester dans ce studio et savoir ce qui se passe réellement avec les enfants dans un centre. Si la personne même victime
ne vient pas dénoncer. Il faut apprendre à la maison aux enfants la culture de la dénonciation. Même pour les adultes. C'est parce qu'en Afrique, on n'arrive pas à dénoncer. Cette culture nous manque vivement. Nous n'arrivons pas à dénoncer. On se dit, comment je vais aller dénoncer mon formateur? Comment je vais aller dénoncer ma tante? Comment je vais aller dénoncer le mari de ma tante? Et cette histoire reste en nous et ça crée d'autres problèmes à l'enfant. C'est pour ça qu'il est important que dès le départ, vous commencez d'abord à discuter beaucoup avec votre enfant et vous lui dites de vous dire très souvent tout ce qui se passe autour d'elle quand elle va à l'école, quand elle va en formation. Et ça, la culture de la dénonciation est importante, mais ça dépend aussi de la manière dont les parents discutent avec leurs enfants. Si c'est juste vous l'envoyez, pour vous en débarrasser, ou vous l'envoyez dans un centre de formation pendant les vacances, juste pour qu'on vous le garde, si c'est ça votre objectif, vous n'arriverez pas à savoir le mauvais traitement dont a été l'objet de l'enfant. Parce que il ne va pas le frapper pour que vous voyez des blessures sur son corps. Mais c'est des trucs psychologiques, c'est des trucs qui vont atteindre l'enfant. Mais si vous ne discutez pas avec votre enfant, elle aussi ne peut pas s'ouvrir ou vous dire quoi que ce soit. D'accord. Cléophas Mali, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous dire merci, parce que ça fait longtemps que je ne suis plus venu dans ce studio et j'en profite pour dire bonnes vacances aux enfants et que ce que je viens de dire à la fin, la culture de la dénonciation, eux-mêmes s'ils rentrent vraiment à la maison, il faut qu'ils racontent à leur... Je n'ai pas dit de mentir sur leur formateur, mais de raconter très souvent à leurs parents comment la journée s'est passée en bien ou en mal. Merci. Alors, je pense, je crois que le message est passé. Je rappelle que vous êtes directeur de WAO. Non, je vais corriger. Oui. Je suis l'ancien directeur de WAO parce que ça fait un bon bout de temps. Je commence à faire un retrait. Là, WAO a commencé à se retirer du Togo. Ah, d'accord. Oui, donc je n'aime plus tellement l'appellation. Et ça me donne plus la possibilité maintenant d'être beaucoup plus ouvert. Je parle maintenant en tant que Cléophas Mali avec l'expérience de la WAO. Néanmoins, c'est vrai que je continue encore à voyager parce que on m'invite pour intervenir comme vous l'avez fait dans certains pays en Afrique. Et nous allons continuer par vous inviter pour d'autres interventions. Je suis là chaque fois que je peux apporter ma contribution. On ne prend pas de retrait pour la défense des droits de l'enfant. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Mais là, l'heure est déjà passée. Et chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, le mardi prochain, pour aborder encore un autre sujet qui concerne les enfants. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.